Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche. Le paysage politique béninois est en pleine effervescence. Vous le savez, il y a eu très récemment l'installation des députés et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, puis l'installation des conseils communaux et l'élection des maires. Très récemment également, les déclarations de Paul Mouquet devant la NDI, la National Democratic Institute, qui était au Bénin en mission dans le cadre donc des préparatifs de la présidentielle. Récemment également, la semaine dernière seulement, la rentrée politique de l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau, le parti donc a effectué sa rentrée politique en présence de la plupart de ses cadres. On n'oublie pas aussi ces dernières déclarations sur les réseaux sociaux des Yahi, on va dire. Les Yahi ont claqué la porte du principal parti de l'opposition. Il s'agit donc du président Boni Yahi et de son fils, donc, qui ne sont plus donc, membres du parti Les Démocrates. Dans ce contexte où les partis affûtent leur stratégie, où les mouvements de soutien au duo Wada Intalata se multiplient, nous avons l'honneur de recevoir un jeune visage de la scène politique béninoise, un nouveau visage. Il s'agit de Julien Roland Deguenon, cadre de l'UPR et député suppléant de l'honorable Orden Aladati. Monsieur Julien Deguenon, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Adéango. Ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous. Plaisir partagé. Voilà, je le disais tantôt, vous êtes un jeune acteur politique. Quel défi particulier rencontrez-vous dans un environnement souvent dominé par des figures, on va dire, plutôt expérimentées? Je veux parler de la scène politique béninoise. Ben écoutez, je pense que c'est l'occasion, et là nous allons directement tout droit dans le sujet, c'est l'occasion de remercier, de féliciter le chef de l'État pour cette vision qu'il a eue pour le pays. Ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident et à la faveur de la réforme du système partisan, on remarque que les partis politiques ne sont plus l'apanage d'une seule personne. Alors, vous méritez votre place dans l'arène politique, dans les partis politiques, à la suite de votre engagement, à la suite de votre militantisme. Vous gravissez les échelons et je pense que, bon an, mal an, vous avez votre place. La jeunesse en politique, je pense que ce n'est pas un handicap, c'est un défi. Vous savez, il y a l'énergie, il y a, j'aimerais dire, cette naïveté de vouloir faire bouger les choses. Et je pense que oui, dans cet environnement où forcément les aînés ont leur place, les jeunes montent, les jeunes avancent et c'est à l'actif de la réforme du système partisan, c'est à l'actif du président Patrice Talon, c'est à l'actif des grands partis nés de cette réforme-là. Voilà, vous étiez parmi les cadres donc, du parti lors de la rentrée du parti l'Union progressiste, le Renouveau. J'aimerais vous demander comment est-ce que l'UPR accompagne-t-il l'engagement des jeunes qui viennent comme ça au sein du parti? Comment est-ce que vous êtes accompagné? Cet accompagnement se retrouve déjà dans la formation. Dans la formation, et lorsque vous prenez la structuration de l'Union progressiste Le Renouveau, vous n'êtes pas sans savoir que le parti politique a ce démembrement dans tous les quartiers du Bénin. D'accord? Il y a les cellules dans les quartiers, il y a les sous-sections au niveau des arrondissements, les sections au niveau des communes, les fédérations au niveau des circonscriptions électorales et bien sûr le bureau politique et la direction exécutive nationale et bien sûr la haute direction politique. Alors lorsque vous venez dans un quartier, c'est l'ensemble de tous les militants qui sont dans ce quartier-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les quartiers, les jeunes occupent une place importante. Et les formations commencent déjà dans les quartiers. Et j'allais dire, à raison de votre engagement, à raison de votre disponibilité, que vous montez. De votre travail sur le terrain, voilà, de votre capacité à mobiliser. À mobiliser et aussi de votre disponibilité à travailler pour le parti. Lorsque vous assistez aux réunions, lorsque vous assistez aux sessions de formation, lorsque vous assistez aux communications organisées dans le cadre des activités du parti, et Dieu sait que nous en faisons beaucoup, c'est votre engagement qui vous fait monter dans le parti. Et l'Union progressiste, le Renouveau, taille une part belle à cette jeunesse-là. Toutes les cellules sont animées par des jeunes, que ce soit les coordonnateurs, que ce soit les points focaux communication, que ce soit les responsables de finances et tout. Vous êtes appelés à apprendre non seulement
la gestion de la chose publique, mais la gestion d'un groupe. Et je pense que l'Union progressiste, le renouveau, c'est une belle école pour ceux-là qui ont vraiment envie de s'engager politiquement. D'accord, donc c'est pas comme beaucoup de personnes pensent, Julien Degueno, c'est le bon petit de Orden à la Dati, c'est pour ça que c'est que vous méritez véritablement le fait que vous soyez aujourd'hui membre cadre donc, du parti. Mais c'est bien cela, et lorsque vous faites bien de dire cela, d'accord, oui, on va pas se mentir, je suis le bon petit de Orden à la Dati, je le connais depuis plus d'une vingtaine d'années dans le cadre du festival qu'il organisait, le festival Kaleta. J'ai été même son assistant lorsqu'il a dirigé le FITEB, ça c'était entre 2005 et 2009. Hein, c'est vrai. Mais si tant est que j'étais le bon petit de Orden à la Dati, Orden à la Dati est député depuis quand? Depuis combien d'années? Et c'est seulement maintenant que je suis son suppléant, n'est-ce pas? Alors si c'était le seul critère hein, qui permettait à Julien Roland Degueno d'être positionné ou bien d'être nommé à un poste, d'être candidat, je pense que ce ne serait pas aujourd'hui, ça allait commencer. Et laissez-moi vous dire, ça fait 10 ans que je suis, comment ça s'appelle, soutien du président Patrice Talon. Ça fait 8 ans que je suis membre fondateur de l'Union progressiste Le Renouveau. D'accord. J'ai d'ailleurs travaillé à la création de ce parti. Bon, vous connaissez un peu mon passé. Je suis communicant de profession. Donc, toute l'identité visuelle du parti a été faite par mes soins et par les soins de mon agence. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas un novice dans le parti. Mais c'est seulement 10 ans après. 10 ans après que je me retrouve candidat donc c'est mérité. Suppléant. Vous avez eu le temps de faire vos projets. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec une certaine proximité avec telle ou telle autre personnalité du parti. Non. C'est votre engagement, c'est votre disponibilité et c'est aussi votre capacité de mobilisation dans, j'allais dire, le fief qui est le vôtre. Et de surcroît, moi, à Bomey-Calavi. Tout à l'heure, vous avez commencé à en parler. Je vais parler des jeunes et la gouvernance Talon. Quand on regarde les nouveaux maires, les nouveaux députés, il y a beaucoup de jeunes. Comment est-ce que vous appréciez tout ça? Ben, je pense que c'est dans la droite ligne de la gouvernance que le président Patrice Talon a insufflé depuis qu'il est arrivé en 2016. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà dans son premier gouvernement, il y avait des moins de 40 ans, je ne vais pas citer des noms, au niveau des directions générales, au niveau des directions techniques, il n'a pas hésité à faire appel aux jeunes. Et ce que j'aime donner comme exemple, c'est surtout sa direction de la communication. La direction de la communication de la présidence de la République, dans un contexte où le digital hein, était devenu incontournable. Vous imaginez cette cellule de communication et notamment le service de communication digitale a été animé par des jeunes extraordinaires. C'est-à-dire comme de la présidence. Voilà. On a senti une nouvelle dynamique dans le traitement hein, de l'image et du branding hein, du Bénin qui répondait vraiment au nouveau code hein, de communication. Et ça a été fait par les jeunes. Mais à la faveur des élections législatives, des élections communales et même de celle dernière, vous allez voir que oui, des jeunes ont été préparés. Ils sont aujourd'hui en poste. J'ai plein d'amis de ma génération qui sont maires dans différentes communes et c'est à l'actif de notre génération, c'est à l'actif du chef de l'État qui a travaillé vraiment à ce que j'allais dire une transition générationnelle. J'en veux pour exemple qu'il vous souvienne de 2019, alors que les patriarches, Bruno Amoussou, Antoine Edjikolaolé, Abraham Zizindoro, oui, lui, il était candidat. Je vais parler de ceux qui n'ont pas été candidats, alors qu'ils étaient encore en pleine activité politique. Ils ont décidé de ne pas être candidats. Mais ils ont participé activement à la campagne. Et Maître Abraham Zizindoro, le président Abraham Zizindoro, qui était candidat, tout juste élu, il a démissionné pour laisser place à son suppléant, l'honorable Florentin Tchaou. D'accord? C'est pour vous dire que le président Talon, depuis le début, a pris comme cheval de bataille la transition générationnelle en politique. Pour que de nouvelles habitudes soient adoptées en la matière. Ce ne sera pas un pic que je vais faire, mais
par le passé, lorsque vous accédez à une fonction politique, c'était l'occasion de manifestations, l'occasion de fêtes, parce que oui... les messes d'action de grâce, les marches voilà, pour remercier. parce que oui, vous êtes arrivé à un poste et voilà, c'est l'occasion pour vous de vous réaliser. Et non, aujourd'hui, lorsque ces jeunes qui ont eu le temps du parcours, le temps de la formation, lorsqu'ils arrivent en poste, ils arrivent avec gravité et responsabilité. Toute chose que le président Talon a insufflé à sa gouvernance. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous venez là, vous pensez plus Bénin qu'à vous-même. Vous connaissez l'adage, on est en politique pour servir et non pour se servir. donc, on peut dire que cette image-là, ou bien ce procès-là qu'on fait à la jeunesse est désormais gommé. Parce que, entre-temps, je vais dire même avant 2016, on disait que les jeunes sont trop pressés. Quand ils viennent, c'est tout de suite le socha ducha, comme on dit chez nous. Ils veulent tout de suite et donc se faire une place au soleil quand ils s'engagent en politique. Est-ce que cette image-là est complètement gommée aujourd'hui? Ben, deux choses. Je me réjouis déjà d'abord que vous mettez le curseur à 2016. Ça veut dire qu'à partir de 2016, il y a eu un changement. les choses ont changé. D'accord. Deuxième chose, prenez encore mon exemple. Je ne voudrais pas que le débat soit centré sur ma personne, mais si ça peut servir, j'allais dire, d'exemple aux plus jeunes que moi, il faudra en parler. D'accord. On vient en politique pour un idéal. On ne va pas en politique pour se faire, d'accord? Il n'y a pas à être pressé. Il n'y a pas de génération spontanée en politique, d'accord? Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Et lorsque je prends mon exemple, on l'a dit tout à l'heure, je le répète, je suis le bon petit de Orden à la Dati, je l'assume, même si ce n'est même pas grâce à lui que je me suis retrouvé sur la liste. Ça n'a rien à voir. C'est votre travail qui vous a permis d'être sur la liste. Mais je suis son bon petit. Bon petit que je suis. Je n'ai jamais crié pour forcément être promu. Il fallait attendre le bon moment. Il fallait que dans mon environnement, lorsqu'on va prendre les jeunes de mon âge, de mon profil, parce qu'il y en a beaucoup qui méritent d'être à cette posture, il va falloir que juste travailler à me démarquer. Et c'est ce qui a été fait. D'accord? Le président Patrice Talon est en fin de mandat et c'est 10 ans après que je me retrouve positionné sur la liste. Il n'y a pas de génération spontanée. Il faut prendre le temps de faire ses armes. Et chaque individu a son destin. Chaque individu a son destin. Pendant que moi, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a plus jeune que moi qui siège à l'Assemblée nationale. Effectivement. D'accord? C'est son destin, c'est son parcours. Et donc, il n'y a pas à être pressé. Il y a simplement à construire sa personnalité politique. Il y a seulement à apprendre des aînés. Parce que oui, lorsque vous allez en politique, c'est pour changer quelque chose. Mais lorsque vous ne connaissez pas les rudiments, lorsque vous n'en connaissez pas les rudiments, lorsque vous n'avez pas la culture politique nécessaire, lorsque mais attendez, lorsque vous êtes en politique, vous devez être cultivé, vous devez être cultivé. Là maintenant, nous parlons de la guerre entre l'Iran et Israël. Mais lorsque vous ne connaissez pas la géopolitique, la géostratégie, comment est-ce que vous allez opiner sur cela? D'accord? D'où l'importance d'aller à l'école. D'où l'importance de se cultiver. D'où l'importance d'avoir un métier. D'accord? Et donc, je pense que les jeunes de ma génération et ceux qui sont plus jeunes que moi, s'ils me suivent, ils doivent pouvoir savoir que quand on va en politique, c'est pour se donner soi-même. C'est-à-dire, on fait don de on fait don de soi à la patrie. Et donc, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelle est votre vision? Quelle est la vision que vous portez pour l'avenir du Bénin? Ne serait-ce que sur le plan local, la gouvernance locale, et aussi peut-être même de manière plus globale, la gouvernance sur le plan national. Et par exemple, le président Talon, lui, on sait, c'est un pragmatique, il va droit au but, très moderniste. Vous, c'est quoi votre vision, Julien Roland Deguénon? Je vais peut-être vous choquer. Je vais peut-être même vous décevoir en vous disant que je n'ai pas de vision. Ah bon? D'accord? Tout simplement parce que l'essence même de la réforme du système partisan, c'est de s'arranger pour que les hommes ne soient pas au-dessus des partis.
ce sont les partis d'abord. C'est la vision du parti. Et vous, en tant que militant du parti, vous vous arrimez sur cette vision-là. D'accord? Et même si vous avez une vision personnelle, vous travaillez à l'interne pour que ce que vous pensez soit pris en compte dans la vision globale du parti. Et puisque l'Union progressiste Le Renouveau est un parti soutien de la vision du chef de l'État, ma vision, c'est la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Un monde de splendeur. D'accord? Un monde de splendeur. Et c'est ce qui a toujours manqué à nos pays africains. Chaque président qui vient, il a son programme à lui. D'accord? Qu'il réajuste en fonction, j'allais dire, des humeurs, pas de la population tout entière, mais d'une certaine opposition, parce qu'en quête de popularité, si j'allais dire, tel groupe de personnes crie un peu de ce côté, il réajuste juste simplement pour garder sa popularité. On ne pense pas au Bénin, on ne pense pas nation. Et c'est un peu ce pourquoi le président Talon est resté incompris. Mais là, je pense qu'il est en train d'être compris. D'accord? Et cette vision 2060, Bénin 2060 à l'AFIA, vient tracer la feuille de route de ce que sera le Bénin dans 35 ans. Et il va falloir que nous travaillions à cela. Dans un pays où tout est à faire, on ne gagne rien à vouloir à chaque fois réinventer la roue. Et donc, ce serait un peu trop, mais je pense que je vais encore me répéter, il faut féliciter le président Patrice Talon. Il est à la fin de son mandat, il n'est pas candidat pour les prochaines séances. On parlera du candidat et je pense que oui, c'est le moment de le célébrer, c'est le moment de le porter en triomphe comme il a voulu à sa prise de pouvoir en 2016. Il mérite d'être porté en triomphe? Il le mérite et je pense que vous partagez cet avis avec moi. Ah bon? Je le pense. Bon, moi, je n'ai pas d'avis sur le plateau. Je pose juste la question. Vous avez parlé tout à l'heure du parti, la vision du parti. Pour vous, l'essentiel, c'est ce que porte le parti comme vision que vous également, vous portez. Oui. Alors, j'ai bien envie de vous demander, la rentrée politique de l'UPR, quels ont été les grands axes qui ont été définis par la haute direction? Vous voyez, c'est ce qui est formidable avec cette réforme qui a institué ces partis politiques-là. L'animation de la vie politique. On sent les partis s'activer, on sent les partis vivre, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé, où on voyait les partis s'activer juste lorsqu'il y a une échéance électorale qui arrive. La rentrée politique de l'Union progressiste Le Renouveau, qui s'est déroulée le 1er mars dernier, c'était dans un premier temps pour faire le point de sa participation aux élections communales et législatives. Et c'est pas que je nous jette des fleurs, nous avons gagné ces élections, nous restons donc le plus grand parti du pays, et ce, pendant quelques années encore. Et puisque 2026 inaugure cette vague d'élections générales, il y a aussi les élections présidentielles qui pointent à l'horizon. Il était donc important de faire un break, de faire le point de notre participation pour les élections communales et législatives, mais aussi de préparer nos armes pour l'élection présidentielle du 12 avril. Il était aussi question, puisque nous avons de nouveaux exécutifs à la tête de nos mairies, d'entretenir les maires sur la mission qui est la leur permettre d'abord de s'approprier les textes qui régissent le secteur de la décentralisation, mais aussi de s'arrimer à la vision de l'Union progressiste Le Renouveau. Il faudrait que le maire Union progressiste Le Renouveau se démarque, non seulement par la qualité de son travail, mais aussi par sa manière de manager, sa manière d'être, sa manière d'être maire. D'accord? Et donc, il y a eu ces communications pour outiller les maires parce que, vous savez, être maire, ça ne s'apprend pas forcément à l'université. Vous avez beau être manager, vous avez beau être patron, mais vous venez dans un environnement que vous ne connaissez forcément pas. Il était donc important de les entretenir sur cela. Donc, cette rentrée politique a été l'occasion pour l'Union progressiste Le Renouveau de dire merci
donc aux populations qui ont bien fait de lui renouveler sa place de parti leader au Bénin, mais aussi de remobiliser les militants et donc d'assurer pleinement la place qui est la sienne désormais. Voilà, vous avez parlé de la mission des maires. J'ai envie de demander également la mission du député suppléant que vous êtes. Vous êtes le suppléant de Orden Aladati, on l'a dit tout à l'heure. Quelle est votre mission vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des électeurs? C'est vrai que là, c'est pour rigoler un peu. C'est pour rigoler un peu. J'ai bien envie de savoir. Non, je veux vous raconter. Ah d'accord, allez-y. Lorsqu'on m'appelle honorable, je dis, ben, écoutez, je ne le suis pas encore tout à fait. Je ne suis pas encore tout à fait. Je dis que, écoutez, je suis à la touche, je m'échauffe. D'accord. D'accord. Mais en même temps, je voudrais dire que être député suppléant, ce n'est pas être en attente. C'est être en préparation. D'accord, parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez monter sur le terrain. En même temps, je suis le suppléant d'une personnalité pas des moindres. D'accord? C'est vrai que le député Orden Aladati, président de la commission des lois, s'est toujours fait élire par le passé dans la 16e circonscription électorale. Il est le genre de personnalité, vu sa stature nationale, qui peut en réalité candidater dans n'importe quelle circonscription électorale. À la faveur de ces élections, il est venu dans la 6e circonscription électorale. C'est sa première fois ici. Et donc, mon rôle aujourd'hui à ses côtés, c'est d'être à l'écoute des populations qui se retrouvent un peu plus à travers ma personne. Parce que moi, étant de cette circonscription depuis toujours, étant plus jeune et donc plus ouvert, d'accord, je ne dis pas que Orden Aladati n'est pas ouvert, je ne le dis pas ça, je ne dis pas ça. Vous êtes un peu plus proche de la jeunesse, voilà. Vous constituez la grande majorité de la population. Plus proche de la jeunesse, moins, moi j'allais dire, c'est pas que, non, ouais, disons les choses telles qu'elles sont, moins charismatique que Orden Aladati, parce que vous savez, quelqu'un qui prend son téléphone et qui a envie d'appeler Orden Aladati, il préfère appeler Julien Deguénon. Hein. D'abord, pour voir est-ce qu'on peut arriver à atteindre. Voilà. Donc mon rôle essentiellement, c'est d'être à l'écoute des populations, être proche d'elles et donc m'assurer de tout ce que nous avons dit pendant la campagne. Tout ce que nous avons dit pendant la campagne puisse quand même voir un début d'accomplissement. D'accord? Et donc, j'ai l'honneur et c'est une fierté pour moi d'être suppléant d'une personnalité que je côtoie depuis plus de 25 ans déjà. Et donc, j'ai cette chance-là de pouvoir l'appeler à n'importe quel moment. J'ai cette chance-là de pouvoir aller chez lui à la maison n'importe quand. Et donc, oui, je suis ses yeux et ses oreilles sur le terrain. D'accord. Parlons un peu de cette mission-là que s'est assignée toute la mouvance présidentielle en ce moment. Vous savez, la grande échéance en vue, c'est la présidentielle. Et toute la mouvance présidentielle veut aujourd'hui travailler pour atteindre un taux record de participation à la présidentielle. Comment est-ce que vous, au sein de l'UPR, vous comptez travailler pour atteindre cet objectif-là? Ben, écoutez, vous savez, par rapport au taux de participation, et ça c'est personnel, hein, moi je relativise un peu. Parce que, oui, lorsqu'on voit le dernier taux de participation, je ne sais pas, 30 et quelques %, on a comme l'impression que c'est bas. Mais on oublie souvent le contexte dans lequel nous sommes désormais. Vous et moi, nous avons un certain âge, nous avons, par le passé, participé à certaines élections, et vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, lorsqu'il y a élection, on se lève, on va chercher nos cartes d'électeurs. On va s'inscrire nous-mêmes sur la liste électorale. Cela fait que celui qui se lève de chez lui et qui va s'inscrire sait qu'il va voter. Il a déjà pris la décision d'aller voter. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est en cas de force majeure que le jour de l'élection, il ne vote pas. Malgré cela, on n'a jamais eu 100% de taux de participation. Non, pas du tout. On est d'accord? Mais aujourd'hui, avec le travail formidable de l'ANIP, où il n'y a plus à aller se lever et aller s'inscrire sur une liste électorale.
La liste électorale est générée automatiquement du fichier de recensement général. Aujourd'hui, lorsque vous avez 18 ans, vous entrez directement dans la liste électorale. Et la liste électorale aussi est constituée de qui? De tous ceux qui ont 18 ans, de tous ceux qui ne sont pas au pays, de tous ceux qui par idéologie peut-être ne votent pas, de tous ceux qui sont en prison, de tous ceux qui sont à l'hôpital. D'accord? Ça fait que quoi? De tous les jeunes également qui ont 18 ans. Qui ont 18 ans, oui, et qui ne savent pas forcément qui sont devenus des citoyens et qui peuvent aller voter. Leur vote. Ça fait qu'aujourd'hui, la liste électorale n'est pas forcément constituée de tous ceux qui émettent le désir, la volonté d'aller voter. D'accord? Et moi, je serais plus à l'aise si on essayait de faire un ratio entre le nombre de votants des années précédentes et ceux des années actuelles, on va dire. Actuelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut relativiser la faiblesse du taux de participation. N'importe comment. Je pense que oui, nous devons travailler à faire sortir les populations. Parce qu'il s'agit de notre avenir commun. Il s'agit de décider de qui va nous diriger, de qui va dépendre notre destin. Et donc, c'est important donc, pour les populations de sortir. Et donc, à l'Union progressiste Le Renouveau, déjà avec notre structure de base, nous travaillons donc à ratisser large. Nous travaillons à ratisser large, à faire comprendre l'importance du vote. Il ne s'agit pas forcément de voter pour notre candidat, mais l'important, c'est de sortir pour s'exprimer. C'est un droit. C'est un droit. Et si vous le faites aujourd'hui, ça fait dans 7 ans. Ça fait dans 7 ans. Ne subissez pas pendant 7 ans. Sortez et dites-vous, oui, j'y ai contribué. Et donc, c'est ce travail que nous allons faire pour essayer de rehausser le taux de participation qui, à mon avis, n'est pas criard comme une certaine classe tente à le faire croire. Ah bon, le taux, la dernière fois, on était à 30 et quelques. Mais je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer. Donc, c'est pas criard. Ce n'est pas criard, vu la façon dont la liste électorale est désormais générée. D'accord. Parlons de votre candidat maintenant. Le candidat du parti de la mouvance présidentielle. Je vais parler du ministre d'État, Romuald Daouadahi. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le connaissez personnellement? Vous êtes un peu ami, non? Non, c'est dommage. Et je me rappelle dans une des émissions sur une radio de la place où votre collègue Naoum me disait, écoutez, le ministre d'État Romuald Daouadahi, il ne connaît pas le Bénin, est-ce qu'il mange au colis, est-ce qu'il mange ci, est-ce qu'il mange ça. J'avais lancé un appel pour lui dire au ministre d'État de m'inviter à sa table, que j'allais venir voir ce qu'il mangeait et que j'allais rendre compte, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu invitation. Donc, c'est relancé désormais. Monsieur Roland Deguelon veut venir à la table donc, du ministre d'État. Donc, écoutez, pour faire sérieux, le ministre d'État Daouadahi est l'acteur principal de la transformation économique de notre pays. Il est resté aux côtés du président Patrice Talon depuis 2016. Et lorsqu'en 2021, il est passé de ministre simple à ministre d'État, quand on sait que le président Patrice Talon ne fait jamais rien sans rien, on doit pouvoir se dire que c'est un monsieur qui est en train d'apprendre aux côtés du président et qui arrive à satisfaire ce dernier. Ministre des Finances pendant 10 ans, aux côtés de Patrice Talon. D'accord? Et lorsqu'on connaît son parcours professionnel aussi, et quand on essaie d'écouter, parce que oui, nous sommes avec les populations, en dépit de ce qui se dit, en dépit des critiques envers Patrice Talon, et Dieu sait qu'il en a, en dépit des critiques, un nombre de Béninois ne voudraient pas que la dynamique s'arrête. Un nombre de Béninois voudraient que celui qui va remplacer Patrice Talon
puisse continuer d'avoir la même rigueur au travail que lui. Et pour quelqu'un comme le ministre d'État Wadagne, qui a fait ses armes auprès de ce monsieur, quelqu'un qui aujourd'hui a travaillé, a transformé structurellement notre économie. Aujourd'hui, on sait que lorsque le Bénin va sur le marché des emprunts, si c'est pour, je dis n'importe quoi, lorsque c'est pour demander $1 million, les partenaires disent nous voulons donner $1 milliard. La signature. Ce plan-là également, il a diversifié, on entend parler de soukouk, voilà, de rebond et tout. Et donc, la signature du Bénin est crédible aujourd'hui. Qui mieux que Romuald Wadagne pour assumer, hein, j'allais dire l'après Patrice Talon. Et donc, j'ai coutume de le dire, et peut-être que c'est une tribune que je suis en train de rédiger, que je vais publier d'ici là. Le titre va choquer. Romuald Wadagne n'est pas mon candidat. Il n'est pas mon candidat. Il est quoi alors? Il est le candidat du parti. Il est le candidat de la majorité. Il est le candidat du Bénin. Il est le candidat qu'il faut. D'accord? Et moi, puisqu'en réalité, je ne suis qu'un individu. Qu'un individu. Et que l'essence même de la réforme du système, partisan, c'est d'effacer les individualités au profit des grands groupes. Romuald Wadagne, hein, étant choisi par la majorité présidentielle, moi je suis trop petit pour qu'il soit mon candidat. D'accord? Donc c'est le candidat de tout le Bénin entier. C'est le candidat du Bénin. Et Paul Hongbe, il est le candidat de qui? Vous savez, il n'est pas mon candidat non plus de toutes les façons. Mais il a forcément ses militants. Il a forcément ses militants. Et je pense que on ne doit pas minimiser la candidature de Paul Hongbe, contrairement à ce que beaucoup pensent. Vous savez. Mais beaucoup disent qu'il n'y a pas marche en réalité. Et c'est là le piège. On ne va pas se mentir. Tout le monde n'est pas d'accord avec la gouvernance Talon. D'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. Mais est-ce que vous savez que le Béninois a toujours voté contre? Il vote rarement pour. Imaginez. Il a l'habitude de sanctionner. Imaginez que tous ceux qui sont contre Patrice Talon aujourd'hui, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'aiment pas la tête du ministre Wadagne, décident de sortir. Parce que oui, c'est la campagne que nous faisons désormais. Sortez pour aller voter. Ils décident de sortir. Et parce qu'ils n'aiment pas Patrice Talon, parce qu'ils n'aiment pas Wadagne, parce qu'ils n'aiment pas Julien Roland Deguenon, ils décident de voter contre nous. Ils vont voter pour qui? Pour Paul Hongbe. Et je connais même certains qui vont voter Paul Hongbe juste pour rigoler. D'accord? Ils vont voter Paul Hongbe juste pour rigoler. Mais si on ne sait pas faire, si cette masse critique se met ensemble pour juste aller s'amuser, pour juste voter contre, mais attention, on risque de tomber dans notre propre piège. Et c'est pour ça que je dis que non, il ne faut pas prendre la candidature des FCBE à la légère. Non, Paul Hongbe, en tout cas pour ce qui me concerne et pour ce qui concerne l'Union progressiste, le renouveau, c'est un gros candidat que nous allons combattre. J'en veux pour preuve. Vous avez vu, à la faveur de l'installation du comité de campagne du duo candidat Wadagne Talata, on n'a pas fait les choses à la légère. On a mis une grosse artillerie. C'est parce que tout simplement, on ne prend aucun adversaire à la légère. Ces récentes déclarations, comment est-ce que vous les analysez? Il a fustigé carrément la gouvernance actuelle, notamment en ce qui concerne les libertés. Il est vraiment allé avec les dents très acérées contre la gouvernance. Mais il est dans son rôle. Ah bon? Mais il est dans son rôle. Et je pense que c'est à son actif et à l'actif de la démocratie béninoise. D'accord? Paul Hongbe ne peut pas venir applaudir la gouvernance Talon. Il est dans son rôle et je me réjouis même de ce qu'il ait fait cette sortie-là. Ça prouve qu'il est là, ça prouve qu'il veut aller dans la compétition, ça prouve que oui, contrairement à ce qu'on pense, qu'il veut se battre. Et donc moi, ce que je félicite simplement, c'est notre démocratie, c'est la parole qui est donnée à tout le monde. Et donc oui, Paul Hongbe, il est dans son rôle et je pense qu'il a bien fait de dire cela. Ah, il a bien fait? C'est son rôle d'opposant, n'est-ce pas? Ben donc oui, il a bien fait. D'accord, si vous le dites. Mais pour vous, ce n'est pas vrai ce qu'il a dit quand même.
S'il a bien fait de le dire, mais c'est pas vrai. Vous pensez que Mais écoutez, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, je me battrai pour qu'il dise ce qu'il veut dire. Ah, d'accord. 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 Et donc, c'est son rôle d'opposant, c'est son rôle de penser cela. Et si ça peut lui permettre, si ces propos peuvent lui permettre de monter un peu, j'allais dire, dans les intentions de vote, ben, libre à lui. Et donc, nous, on ne prend rien à la légère. Nous, on va se battre pour gagner les élections du 12 avril. D'accord. Il y a eu en février l'installation des nouveaux députés et c'est le président de votre parti qui est désormais donc au perchoir. Comment est-ce que vous appréciez tout ça? Comment est-ce que vous analysez tout ça? Fierté d'abord. Fierté de voir le professeur Joseph Fifa Benjabouenou, président de l'Assemblée nationale, vu son engagement depuis qu'il est arrivé à la tête du parti. Voilà un monsieur, une fois à la tête du parti, n'a pas eu une seule journée de repos. Hein? À un moment donné même, certains se disaient, mais écoutez, qu'est-ce qu'il a à parcourir le pays comme ça et tout, alors que c'était travailler à vraiment avoir un meilleur ancrage du parti, encore que succéder à Bruno Amoussou, ce n'était pas tout donné. Et donc, à la tête du parti. À la tête du parti, oui. Ce n'était pas tout donné. Et donc, fierté d'abord d'avoir gagné les élections. Fierté de voir son président de parti, prendre le perchoir. Fierté pour le parcours du professeur Djabouenou. Fierté pour son parcours. On a tous envie de lui ressembler. On a tous envie de lui ressembler parce que voilà quelqu'un, une des rares personnalités de ce pays, à avoir eu tous ses diplômes au Bénin ici. Il est parti de rien du tout. Il a fait tout son cursus académique ici. Avocat brillant, acteur de la société civile, homme politique, j'allais dire, vraiment coriace. Député, président de commission, ministre de la Justice, président de la Cour constitutionnelle. Il quitte le confort de la Cour constitutionnelle pour se mettre, j'allais dire, dans ce panier à crabes encore, qu'est la politique. Et qui aujourd'hui est président de l'Assemblée nationale, qui ne rêve pas de ce parcours. Et je pense que sous son leadership, l'Assemblée nationale, comme il a fait d'ailleurs à la Cour constitutionnelle, subira une belle transformation. Et donc, les lois qui sortiront de son magistère travailleront donc à vraiment améliorer le bien-être de nos populations. Alors, on a parlé du président Djabouenou. Parlons des jeunes députés là, dont vous avez parlé tout à l'heure, des plus jeunes même que vous, la trentaine et tout ça. Oui. Et comment est-ce que vous... quel peut être le rôle qu'ils vont jouer, je veux dire, à l'Assemblée nationale? Quel est leur rôle en tant que jeunes députés? Comment est-ce que vous le percevez, vous? Non, mais c'est déjà d'apporter de la fraîcheur qu'il faut à l'Assemblée nationale, mais en même temps, ils ne feront rien en dehors du parti politique. Ils ne feront rien en dehors du parti politique. D'accord? Cette jeunesse, cette énergie, cette fraîcheur, ils l'apporteront dans les discussions au niveau du parti. Dans les discussions peut-être en commission. D'accord? Mais lorsque le parti politique aura donné sa ligne, d'accord, ils suivront forcément. Le rôle que moi je leur vois, c'est plutôt un rôle de proximité avec leurs pairs, et qui sont dans la population. Un rôle de miroir, qui permettront donc aux autres jeunes de se dire oui, c'est possible, oui, je peux y arriver. Et donc, c'est à notre actif, et oui, on se réjouit même que le plus jeune député de cette mandature soit de l'Union progressiste Le Renouveau. Ça prouve combien de fois chez nous, nous travaillons donc à la promotion de la jeunesse et des femmes. Parlant de femmes, et ça, j'ai fait une petite digression, les 5 mères femmes du Bénin sont Union progressiste Le Renouveau. Vous voyez? Donc, je pense que nous sommes vraiment fiers d'appartenir à ce parti qui vraiment pense jeune, pense femme, pense Bénin. Voilà, vous parlez tantôt des maires qui ont été également installés. C'est pratiquement la toute première fois au Bénin qu'on voit des maires être installés comme ça, sans coup féri. Tout est allé, mais très vite. En un seul week-end, ça a été fait. Comment est-ce que vous appréciez tout ça?
Mais c'est ça en réalité la réforme du système partisan. D'accord? Lorsqu'on allait aux élections communales et municipales, aucun candidat ne pouvait dire « je suis le prochain maire de telle commune ». Les individualités s'effacent. C'est le parti qui décide. C'est-à-dire, nous travaillons à avoir des partis forts au détriment des hommes politiques forts. D'accord? Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de frustrés aussi, qui se taisent, qui sont dans le silence, mais qui sont prêts peut-être à un moment aussi pour réagir? Vous ne sentez pas ça au sein des partis, non? Mais écoutez, oui, il y a des frustrations. Mais c'est ça aussi qui façonne le militant que vous êtes. D'accord? Ça vous façonne. Le fait d'accepter l'autre. D'accord? Et ce n'est pas pour rien que, vous voyez les pourcentages que chaque parti doit avoir pour être éligible au partage des sièges. C'est en ça aussi, c'est pertinent. D'accord? Vous avez beau être frustré aujourd'hui, vous allez apprendre à gérer votre frustration. Parce que même si vous quittez là, il vous sera difficile d'aller vous faire ailleurs. Et donc, c'est une façon de nous contraindre à travailler ensemble. Mais dites-moi, pourquoi il est difficile pour le Béninois de s'associer? Pourquoi il est difficile pour le Béninois de se mettre ensemble? D'accord? Et là, on va, je vais le dire de façon triviale, on va nous forcer à travailler ensemble. Parce que c'est dans l'union, c'est dans l'union que la force se retrouve. D'accord? Et donc, oui, c'est humain que certains soient frustrés. C'est humain que celui qui aurait voulu être maire, premier adjoint et qui ne l'est pas se dise « Ah, pourquoi non, je ne suis pas content et tout ». Mais il va travailler à ce que celui qui a reçu le mandat réussisse. C'est ça la beauté. Parlons de l'information, on va dire, la plus récente du moment, c'est la démission des Yahi du parti les démocrates. Le président Boni Yahi et son fils ont claqué la porte donc, du principal parti d'opposition. Comment est-ce que vous analysez tout ça? C'est la fin du parti des démocrates? J'espère que non. Ah. J'espère que non. Mais en même temps, c'est vrai que lorsque j'ai lu le communiqué du président Boni Yahi, il a parlé de raisons sanitaires. Je ne sais pas les motivations de son fils Chabi Yahi. Je ne sais pas si, puisque son père parle de raisons sanitaires, est-ce que lui, il doit faire le garde-malade? C'est pour ça que qu'il quitte son poste, je ne sais pas. Mais n'importe comment, je pense que... En tout cas, moi, j'ai eu un soupçon de déception un peu parce que j'ai eu comme l'impression que le président Boni Yahi est venu à la tête du parti en 2023 pour lui insuffler un nouveau dynamisme, lui donner une nouvelle vie. Et vu sa stature, vu son rang, je suis un peu déçu de ce qu'il a échoué. Un peu déçu parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il venait à la tête du parti, les démocrates avaient quand même 28 députés. Oui, ils avaient 28 députés. Et encore que les démocrates qui n'étaient pas à la 8e législature sont venus à la 9e législature avec les mêmes textes. C'est-à-dire ceux qu'ils ont fustigés en 2019 et qui ont fait qu'ils n'ont pas participé aux élections. Les textes n'ont pas changé. Ils sont venus, ils ont eu 28 députés. Ils ont eu 28 députés. Et je pense que Boni Yahi, le président Boni Yahi était venu à la tête du parti pour vraiment booster encore plus ce parti. Et là, qu'il démissionne comme ça, il a forcément ses raisons. Il a parlé de raisons sanitaires, il a un certain âge, il a longtemps travaillé dans l'arène politique. Je fais foi. Je fais foi à son argumentaire. C'est vrai que jusqu'à présent, pour Chabi Yahi, je n'ai pas encore compris, mais l'explication que je me donne, si papa est malade, il aura besoin de garde malade. Et donc, à Eric Rondeté, premier vice-président et ancien président du parti, de prendre ses responsabilités, de redynamiser le parti.
Et pourquoi pas de soutenir... C'est encore possible avec tout ce que ce parti-là a vécu. Et pourquoi pas de soutenir le duo Wada Intalata pour 2026, pour le 12 avril. Je pense que ça permettra quand même au parti de se reprendre, de se repositionner. Parce qu'en réalité, je pense que le Bénin a besoin de tout le monde. Le Bénin a besoin de tout le monde. Le Bénin a besoin de l'Union progressiste, le renouveau. Il a besoin du bloc républicain. Il a besoin du cadre de les démocrates, que ce soit Éric Onlété, que ce soit Noréné Achadé, que ce soit mon ami Guy Mitokwe. Je pense que le Bénin a besoin de tout cela. Et vu la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais pourquoi ne pas s'associer à ce que nous écrivons l'histoire ensemble, encore que la vision elle est bien claire aujourd'hui. La vision Bénin 2060, elle est bien claire. Pourquoi ne pas ensemble se mettre dessus et faire avancer le pays? Donc je pense que les démocrates, est-ce que c'est un appel que je vais leur lancer? Je pense qu'il faut profiter donc de ces départs pour se repositionner. Et si vous décidez de venir soutenir notre candidat, nous sommes ouverts. Venez, nous allons discuter, vous participerez donc à la révélation du pays. Pendant très longtemps, les démocrates, vous parlez ils doivent se relever, ils doivent se refaire. Pendant très longtemps, ils ont estimé qu'ils ont été brimés par tous ces nouveaux tests-là. Comment est-ce que vous expliquez l'échec du Parti des démocrates? Qu'est-ce qui explique l'échec? Mais si on voulait brimer les démocrates, à la faveur de la relecture du code électoral qui a fait passer le parrainage pour les présidentielles de 10 à 15%. Donc 28 parrains. Nombre de parrains que les démocrates avaient à l'époque. Mais si on voulait les brimer, on aurait pu aller à 20%, non? Pour finir avec eux en même temps, non? Ce qui n'a pas été fait. Alors, si en leur sein, il n'y a pas eu la discipline de groupe nécessaire pour pouvoir éviter les défections, comment nous on va faire? Je pense que c'est un problème interne à eux et donc il ne s'agit pas de prendre ces problèmes personnels et de les accrocher à autre personne. Okay. Donc c'est à leur niveau. Donc c'est une implosion, c'est le parti qui s'est détruit de l'intérieur. La preuve. Ça n'a rien à voir avec les nouveaux tests. Non mais écoutez, les nouveaux tests disent 28 parrains. Nombre de parrains que vous avez. Si vous n'avez pas pu gérer vos dissensions internes, qui ont fait partir l'honorable Sodjinou. Sodjinou, oui. D'accord. Encore que lui, ce n'était que, j'allais dire, la face visible de l'iceberg. Parce que juste après, il y a eu des démissions en cascade. Et avec la démission de Boni Yaye aujourd'hui, on peut dire que Sodjinou a eu raison. C'est comme si, Boni Yaye et Sodjinou, ils avaient vu que les démocrates, il n'y avait pas d'avenir là. Ouais, donc, moi je pense que c'est un problème interne à eux. Il y a eu un problème de management, il y a eu un problème de cohésion à leur niveau. Et donc, c'est en ça que moi, je félicite donc le leadership du président Joseph Djabouénou, qui a su quand même, parce que non, ne nous voilons pas la face, hein, au sein de l'UP Le Renouveau, il y a beaucoup de dissensions. Et c'est ça qui... Ah bon? Oui. Et le professeur Joseph Djabouénou ne s'est jamais lassé de se rendre dans les circonscriptions, dans les communes où il y a des difficultés, pour toujours discuter avec les acteurs sur le terrain. D'accord? Parce qu'en réalité, en politique, vos premiers adversaires, ce ne sont pas ceux qui sont dans l'autre parti, hein. C'est à l'interne. D'accord? Nous sommes dans la 6e circonscription électorale. D'accord? J'ambitionne être candidat aux élections législatives. Mais il y a des fins, comme moi, qui veulent être aussi candidats. Et c'est là la bataille commence. D'accord? Et donc, il faut pouvoir savoir gérer ses ambitions, savoir gérer ses frustrations. Et c'est ce que nos amis, les démocrates, n'ont pas su faire. Et c'est vraiment dommage pour eux. Voilà.
Voilà, il y a une actualité en ce moment enfin, ça fait légèrement débat, hein, on ne va pas dire que c'est... On est plus ou moins habitué, mais je vous pose quand même la question. Parmi les députés élus, il y a eu quelques ministres, il y a certains qui ont accepté d'aller à l'Assemblée, et ceux qui sont partis, leurs postes sont restés vacants, mais on n'a pas nommé de nouveaux ministres. Et cela, le gouvernement a justifié par le biais de son porte-parole. Comment est-ce que vous analysez cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec la justification ou comment est-ce que vous voyez tout ça? Écoutez, la constitution du Bénin donne plein pouvoir au chef de l'État, au chef du gouvernement, de nommer un ministre et de mettre fin à ses fonctions. Le président Patrice Talon a son mode de gouvernance. Et ça ne doit pas vous échapper que ce monsieur a la nomination difficile. D'accord? Et puisque, lorsque vous retournez en arrière, d'accord, notre camarade ministre de regrettée mémoire, Kwaro Yves Tchabi, lorsqu'il est parti, on a donné l'éducation il n'y a pas eu remaniement ministériel. Oui. Parce que le président Patrice Talon est plus dans, j'allais dire, ce que j'appelle l'homogénéité. D'accord? Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec l'accumulation de fonctions comme ça pour le même ministre? Il est, par exemple, la ministre Tony Fodé, qui est ministre comment on appelle, des Affaires sociales, de la microfinance, ministre également de l'éducation. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour une seule personne? Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. D'accord? On aurait pu critiquer cela si on avait noté des dysfonctionnements. D'accord? Alors, depuis 1 an, on n'a pas fait cela. Et c'est à quelques mois, j'allais dire même à quelques semaines de la présidentielle, qu'on va nommer de nouveaux ministres. Je pense que ce n'est pas vraiment opportun. Et moi, je pense que le président Talon, il a plutôt le souci de la rationalité, le souci de la gestion efficiente des ressources de l'État. D'accord? Un nouveau ministre qui vient et qui doit s'acclimater, prendre les dossiers, c'est compliqué. Et donc je pense que oui, sur le plan politique, on aurait voulu qu'il nomme d'autres ministres et tout ça là. Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est humain. Mais je pense que lorsqu'on pense Bénin, lorsqu'on pense gestion efficiente, lorsqu'on pense rationalité, Patrice Talon nous démontre qu'il en est le champion. Donc c'est mieux de faire ainsi que de par exemple satisfaire les quelques frustrés aussi. Patrice Talon il n'est pas là pour satisfaire a fait les frustrés. a fait le pari de travailler pour le Bénin. Et c'est ce qu'il fait. Voilà, Monsieur Deguelon, vous êtes élu dans la commune d'Abomey-Calavi. On a parlé de l'installation des conseils communaux, de l'élection des maires. Calavi a désormais un nouveau maire, Nathanaël Koti. C'est quoi votre relation? Vous le connaissez? Comment est-ce que vous voyez donc sa gouvernance locale, je vais dire? Comment est-ce que vous comptez, vous espérez qu'il gère la mairie? Nathanaël Koti, je ne vais pas vous mentir, je ne le connaissais pas par le passé. Je ne le connaissais pas, je l'ai connu dans le parti. Et j'ai commencé par le côtoyer dans le parti. J'ai commencé à m'intéresser à son profil. Et anecdote pour anecdote, j'ai remarqué qu'on a eu le bac la même année. Donc, la même génération. Donc c'est la même génération. La nouvelle génération de politique au Bénin. Voilà. Et donc c'est déjà une fierté générationnelle. Et pour l'avoir côtoyé dans le cadre du parti, pour avoir vu son engagement, je me dis que oui, le parti a bien fait d'avoir choisi quelqu'un de sa trempe, vu son parcours professionnel, son parcours académique aussi. Et je pense que Calavi avait donc besoin de ce nouveau dynamisme. Je le vois, je le connais, et je sais que c'est un monsieur assez pragmatique, et vous l'avez sans doute remarqué dans ses premiers jours où il est en train quand même d'imprimer sa marque. Et nous allons le suivre, nous allons l'accompagner parce que il n'a pas intérêt à échouer, parce que s'il échoue, c'est l'Union progressiste Le Renouveau qui a échoué. Nathanaël Koti est maire de Calavi aujourd'hui, mais je puis vous assurer que ce sont tous les militants de l'Union progressiste Le Renouveau de Calavi qui sont maires. Et donc, nous allons rester autour de lui pour que vraiment
Calavi puisse, si je devais répéter la vision du chef de l'État, Calavi puisse être révélée. Voilà, parlant de vision du chef de l'État, je veux qu'on termine sur ce point. C'est bientôt donc la fin du mandat du président Patrice Talon. 10 ans au pouvoir. Comment est-ce que vous définirez sa gouvernance, sa manière de faire de la politique? Avant de vous répondre, je voudrais quand même vous dire que Patrice Talon est un humain. Est un humain. Et à la faveur donc de son dernier 1er août, il a même reconnu qu'il a certainement fait des erreurs. D'accord? Je m'en souviens, il a dit effectivement. Et donc je ne voudrais pas que nous en tenons rigueur. Je ne voudrais pas que nous nous apesantissons seulement sur ce que Patrice Talon a pu faire. Ce qui n'a pas pu réussir. Ce qui n'a pas pu réussir. Pas forcément de mauvaise foi. D'accord? Lorsque vous prenez le président Patrice Talon, lorsque vous prenez sa façon de gouverner, lorsque vous regardez comment il a conduit le Bénin, rectiligne, pragmatisme et surtout volonté effrénée de réussite. Aujourd'hui, les résultats sont là. Et j'aimerais faire cette caricature. Lorsque vous-même dans votre propre foyer, vous voulez faire un projet qui va aller au bénéfice de tous les membres, des fois, vous décidez de vous mettre dans ce projet sans forcément consulter votre femme et votre enfant, de peur d'être, j'allais dire, ralenti dans votre élan. Je pense que c'est ce que Patrice Talon a voulu faire. C'est un fonceur. Il se dit, c'est bon, il faut y aller, il faut y aller. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats sont là. Et je me dis, comment juger un homme? Vous prenez ses qualités. Vous prenez ses défauts, ses travers que vous mettez dans une balance. Lorsque les qualités pèsent plus que les défauts, alors ce monsieur, il est forcément bon. C'est lorsque les travers, les défauts pèsent plus qu'on peut se dire, attention, lui là, il n'est pas tout à fait bon. Mais lorsque moi je mets les qualités, les défauts de Patrice Talon dans une balance, je vous dis, monsieur Omar, Patrice Talon, il a été bon, il est bon, et il mérite d'être porté en triomphe. Je n'ai plus besoin de vous poser cette question, mais je la pose quand même pour que les téléspectateurs puissent se faire une idée de ce que vous en pensez. Est-ce vraiment un héritage pour la nouvelle génération dont vous êtes membre aujourd'hui, la nouvelle génération de politique, je veux dire, la manière de faire de Patrice Talon? C'est un héritage politique pour vous? Vous devez donc marcher sur cette ligne droite-là aussi, vous pensez? Mais forcément. Mais quelquefois, il a foncé vraiment la tête dans le guidon, hein. Il n'a pas écouté les voix dissonantes, je veux dire. Et je vous dis que ce n'est pas seulement en politique, même dans votre vie professionnelle, dans votre vie tout court. Lorsque vous pensez que le chemin sur lequel vous êtes, il est bon, lorsque vous avez un rêve, j'allais dire, poursuivez-le. Sans écouter les voix dissonantes. Si ce sont des voix qui vont vous enlever de votre chemin, avancez. D'accord. Merci infiniment, Julien Roland Deguenon. Je rappelle, vous êtes l'un des cadres du parti Union Progressiste Le Renouveau. Vous êtes le député suppléant de l'honorable Orden Aladati. Vous avez gentiment accepté de nous accorder cet entretien. Nous sommes à la fin. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, on se retrouve donc dimanche prochain avec un autre acteur donc de la vie publique béninoise pour donc décortiquer tout ce qui fait donc les faits majeurs, je veux dire, de la vie au Bénin, de la vie politique, économique, sociale. Merci infiniment de nous avoir suivis et à très bientôt.